Le secret de Hernan Ford. La police m'a appelé à 3 heures du matin. Votre fille s'est enlevé la vie. Nous avons besoin que quelqu'un vienne identifier le corps. J'ai serré le téléphone avec force et crié « Je n'ai qu'un fils, je n'ai pas de fille. Vous vous êtes trompé de maison. » Ah, mais ils ont insisté. S'il vous plaît, venez au commissariat, monsieur Ford, où nous devrons venir vous chercher. J'ai raccroché avec colère, indigné par une telle incompétence. Mais quand je suis entré dans cette morgue froide 1 heure plus tard et que le médecin légiste a retiré le drap blanc, j'ai reculé en titubant et j'ai failli heurter le mur. La personne allongée là, morte, n'était pas une inconnue. C'était la seule personne qui m'avait regardé dans les yeux, avec gentillesse au cours des 2 dernières années. Et quand j'ai vu ce qui était tatoué sur son poignet, une séquence de chiffres qui aurait dû rester un secret, j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. C'était un message. Je m'appelle Hernan Ford, j'ai 77 ans. J'ai servi dans la marine pendant 20 ans et j'ai passé 30 autres années à construire les gratte-ciel qui définissent l'horizon de cette ville. Je connais le béton, je connais l'acier, je connais les choses qui sont solides et véridiques. Je ne traite pas avec des fantômes et je ne tolère pas les mensonges. Mais ce mardi pluvieux, ma réalité s'est brisée comme du verre bon marché. Si vous écoutez ceci, vous pensez peut-être connaître votre famille. Vous pensez peut-être que le sang dans vos veines vous unit pour toujours. Mais parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui tiennent le couteau. Avant de vous raconter comment j'ai découvert la conspiration qui a failli m'envoyer à la tombe, s'il vous plaît, donnez un coup de pouce et abonnez-vous. Cela aide un vieil homme à partager sa vérité. Et dites-moi dans les commentaires, un membre de votre famille a-t-il jamais gardé un secret si important qu'il a changé vos vies? Je lis chaque commentaire. Tout a commencé par la sonnerie du téléphone, non pas le doux tintement d'un téléphone intelligent, mais le son mécanique et grinçant du téléphone fixe dans ma cuisine. L'horloge numérique rouge sur ma table de nuit indiquait 3 heures du matin. Dehors, la pluie frappait contre la vitre de la fenêtre, un son que je trouvais habituellement apaisant. Mais cette nuit, c'était comme si on jetait du gravier contre le verre. J'ai levé le combiné, ma voix rauque de sommeil et d'années de fumée de cigarette. « Ici, Hernan ?» ai-je dit. « Monsieur Ford, c'est le détective Ramirez du département de police », a répondu une voix. Je me suis assis sur le lit, sentant mes articulations craquer. Un policier qui appelle à cette heure signifiait généralement que mon fils Patricio avait eu un accident avec sa voiture de sport, ou s'était bagarre dans un club fermé. Ce n'aurait pas été la première fois. « Qu'a fait Patricio maintenant ?» ai-je demandé, calculant mentalement le montant de la caution. « Ce n'est pas Patricio, monsieur, c'est votre fille, Maya Ford. » J'ai froncé les sourcils en me frottant le visage. « Écoutez-moi bien, je n'ai pas de fille, j'ai un fils, Patricio. Vous vous êtes trompé de numéro. » Un silence inconfortable s'est installé à l'autre bout de la ligne. « Monsieur, nous avons trouvé une carte de contact dans la poche de la veste de la victime. » Elle dit « Papa » en tant que contact d'urgence avec ce numéro, et son identification indique Maya Ford. Elle a été trouvée dans une chambre de motel à la périphérie de la ville. Il semble s'agir d'une blessure par balle auto-infligée. Mon cœur ne s'est pas emballé, il s'est simplement durci. J'étais furieux. Les escrocs devenaient très élaborés, ou peut-être qu'une fille utilisait mon nom pour se sortir des ennuis. Écoutez-moi bien, détective. Je suis un homme de 77 ans. Je sais qui sont mes enfants. J'ai un seul fils. Il a 45 ans et dort probablement dans son penthouse de luxe en ce moment. Je ne connais personne appelé Maya. Monsieur Ford, nous avons besoin que vous veniez au bureau du médecin légiste maintenant, où je peux envoyer une patrouille pour vous escorter. Ce n'est pas une demande. La ligne s'est coupée. Je me suis assis au bord de mon lit un moment, écoutant la pluie. Ma maison, une construction de style artisanal de 4 chambres, semblait trop grande. Elle s'était sentie trop grande depuis que ma femme Martha était décédée il y a 5 ans. Maintenant, il ne restait que le silence et moi. Je me suis levé et j'ai enfilé mes vêtements avec une efficacité militaire. Chemise en flanelle, pantalon de travail en toile, mes vieilles bottes. J'ai pris mes clés et j'ai marché vers mon camion. C'est une Ford F-150 de 2005. La dernière année où elles les ont faites résistantes avant de commencer à ajouter tous ces ordinateurs et capteurs. J'ai conduit dans les rues mouillées et sombres de la ville.
Les essuie-glaces battaient d'un côté à l'autre, comptant les secondes. Mon esprit tournait à pleine vitesse. Qui était Maya Ford? Pourquoi avait-elle mon numéro? Était-ce une sorte de chantage contre Patricio? J'ai sorti mon téléphone cellulaire du porte-gobelet central et j'ai composé son numéro. Il a sonné encore et encore. Puis son répondeur automatique a décroché, sa voix douce et polie, celle d'un directeur général vendant des condominiums de luxe à des millionnaires technologiques. Vous avez atteint Patricio Ford, directeur de Ford et associé. Laissez un message. Patricio, la police m'a appelé juste maintenant. Une fille est morte et ils pensent que c'est ma fille. Rappelle-moi immédiatement. J'ai jeté le téléphone sur le siège du passager. Patricio ne répondait jamais. Il était toujours en réunion ou en vol, ou simplement trop occupé à gérer l'empire que j'avais construit pour parler au père qui l'avait construit. Pour lui, j'étais juste le vieil homme qui devait être géré, la relique obstinée qui refusait de déménager dans une maison de retraite dont il continuait à m'envoyer les brochures. J'ai serré le volant plus fort. Mes articulations étaient devenues blanches. Mon esprit a dérivé vers la seule routine qui me restait. Chaque matin à 7 heures pile, j'allais dans un petit restaurant sur la 4e avenue appelé El Cucharón Oxidado. Je commandais un café noir, 2 œufs frits et du pain complet grillé. Et chaque matin, pendant les 2 dernières années, une serveuse appelée Maya me servait. « Attends, Maya !» Le nom m'a frappé comme un impact physique. Non, ce ne pouvait pas être. La fille du restaurant. Elle était jeune, peut-être 24 ans. Elle avait un sourire qui ne montait pas vraiment jusqu'à ses yeux, comme si elle portait un lourd fardeau. Mais elle était gentille. Elle savait comment j'aimais mes œufs. Elle savait que je détestais quand le café refroidissait. Elle était la seule personne qui me demandait comment s'était passée ma journée et qui attendait vraiment la réponse. Hier matin, elle n'était pas là. Le gérant avait dit qu'elle avait appelé pour dire qu'elle était malade. J'avais senti une étrange piqûre d'inquiétude, une perturbation dans mon univers, mais je l'avais ignorée. Les gens tombent malades. Les gens ont leur propre vie. Mais la police avait dit « Maya Ford ». Ma serveuse était juste Maya. Je ne savais même pas son nom de famille. Je suis entré sur le parking du bureau du médecin légiste. Le bâtiment était en béton gris brutaliste, ressemblant davantage à un bunker qu'à un lieu de repos. La pluie tombait plus fort. Je suis entré. L'air sentait la cire pour sol et le vieux café. Le détective Ramirez m'attendait. Il semblait fatigué, la cravate desserrée et une tache sur le col de sa chemise. « Monsieur Ford, merci d'être venu. »« Terminons avec cela, » ai-je dit d'une voix sèche. « Je veux voir cette fille que vous pensez être ma fille. Ensuite, je veux rentrer à la maison et déjeuner. » Ramirez m'a guidé dans un long couloir. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Nous sommes entrés dans une pièce qui était plus froide que l'air extérieur. Il y avait une table en acier inoxydable au centre, un corps couvert par un drap blanc. Je me suis arrêté au pied de la table. Mes jambes se sentaient lourdes, comme si je marchais dans du béton humide. « Préparez-vous », a dit Ramirez doucement. Il a tendu la main et a retiré le drap. J'ai cessé de respirer. Le visage était pâle, dépourvu de la couleur qui rougissait habituellement ses joues quand elle me servait le café. Ses cheveux étaient emmêlés, mais il n'y avait aucun doute sur ce visage. C'était Maya, ma serveuse. J'ai reculé en titubant, ma main cherchant le cadre de la porte pour me soutenir. La pièce tournoyait. Le cœur de mon monde s'est brisé. « Vous la connaissez ?» a dit Ramirez. Ce n'était pas une question. Je la connais. Elle travaillait au Cucharón Oxidado. Elle me servait le petit déjeuner. Son nom est Maya, mais ce n'est pas ma fille. Pourquoi dites-vous que c'est ma fille ? Ramirez s'est approché d'un plateau métallique sur le comptoir. Il a pris une pochette plastique contenant un portefeuille et un bout de papier. « Son permis de conduire », a-t-il dit. « Maya Ford. » Et cette note était dans sa poche. Il a tenu la note. Elle était manuscrite, l'encre légèrement effacée par la pluie. « Je suis désolé, papa. Je ne pouvais pas continuer. Papa, elle m'a appelé. Papa. » J'ai secoué la tête, la colère montant pour masquer la confusion et la douleur soudaine et aiguë que j'éprouvais pour cette fille. C'est de la folie. Je n'ai jamais vu cette fille en dehors du restaurant.
Je ne sais pas qui l'a persuadé de faire ça, mais j'ai un seul fils, Patricio. C'est un canular de malade, Monsieur Ford, a dit Ramirez d'une voix durcie. Nous avons trouvé quelque chose d'autre. Un tatouage. Il a marché vers le corps et a baissé davantage le drap, exposant son bras droit. Son bras était mince, d'apparence fragile. Je me suis approché, poussé par une force que je ne pouvais pas contrôler. À l'intérieur de son poignet, la peau était meurtrie, mais l'encre noire ressortait clairement contre la chair pâle. C'était un tatouage récent, peut-être d'1 mois ou 2. Ce n'était que des chiffres. 10 247. J'ai senti le sang me quitter le visage. Mes mains ont commencé à trembler. Un tremblement que je n'avais pas ressenti depuis que je tenais un fusil dans la jungle il y a 50 ans. Ce n'étaient pas des chiffres aléatoires. 24 octobre 1977. C'était mon anniversaire. Mais ce n'était pas seulement mon anniversaire. C'était la combinaison du coffre-fort au sol dans mon sous-sol. Un coffre-fort que je n'avais pas ouvert depuis 10 ans. Un coffre qui contenait les actes de ma maison, mes papiers de congé militaire et la copie originale de mon testament. C'est un numéro que je n'avais jamais dit à personne, pas même à Patricio. La seule personne qui connaissait cette combinaison était ma femme Martha, et elle était morte depuis 5 ans. J'ai regardé de nouveau le visage de la fille morte. Je l'ai vraiment regardé sous les contusions, sous la raideur de la mort. J'ai vu la courbe de son nez, la forme de son menton, et soudain, je l'ai vue. J'ai vu Martha. J'ai vu le visage de ma femme dans cette fille. La pièce s'est penchée. Le bourdonnement des lumières s'est transformé en rugissement. « Monsieur Ford !» La voix de Ramirez semblait venir de sous l'eau. « Allez-vous bien ?» Je ne pouvais pas parler. Mon esprit voyageait 45 ans en arrière, dans la salle d'hôpital où Martha avait donné naissance. Le médecin était sorti en souriant. « C'est un garçon, Monsieur Ford. Un garçon en bonne santé. Juste un garçon. » Mais allongé ici, sur cette froide table en acier, il y avait une fille qui ressemblait à ma femme, portant mon nom de famille, avec mon code secret tatoué sur son poignet. J'ai réalisé alors que l'arme trouvée dans sa main était le moindre des mystères ici. Quelqu'un avait fait de grands efforts pour la cacher, et quelqu'un avait fait de grands efforts pour s'assurer qu'on la trouverait. Je me suis tourné vers le détective Ramirez. La colère avait disparu, remplacée par une détermination froide et dure. « J'ai besoin de passer un appel », ai-je dit. Pas à Patricio. Patricio ne répondrait pas, et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'il réponde. Parce que si cette fille était qui, je commençais à suspecter qu'elle était, alors mon fils n'était pas seulement un directeur général occupé. C'était un menteur, et j'allais découvrir pourquoi. J'ai tourné le dos au corps, mais je pouvais toujours sentir le poids de ces chiffres gravés dans mon esprit. 24 octobre 77. La date où ma vie avait vraiment commencé et la date qui pourrait la terminer. Je suis sorti dans le couloir en sortant mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas composé le numéro de mon fils. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 20 ans. Le numéro d'un homme qui était autrefois le meilleur médecin légiste de l'État avant qu'on le renvoie pour avoir posé trop de questions. « Allô ?» a répondu une voix endormie. « Doc, c'est Dernan. J'ai besoin d'une faveur et j'ai besoin que tu apportes ton équipement. Je suis à la morgue du comté. » J'ai raccroché avant qu'il puisse discuter. Je n'allais pas laisser la crémation se faire. Pas encore. Pas jusqu'à ce que je sache pourquoi une serveuse appelée Maya avait ma vie gravée sur sa peau. Je ne savais pas à l'époque que regarder ce tatouage, c'était enlever la goupille d'une grenade qui avait été sous ma maison pendant 4 décennies. Et l'explosion était sur le point de détruire tout ce que je connaissais. La porte métallique massive s'est ouverte avec fracas, frappant le mur et résonnant dans le couloir stérile comme un coup de feu. C'était Patricio, mon fils. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que le camion que j'ai conduit jusqu'ici, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré l'heure. Il ne m'a pas regardé. Il s'est jeté sur la table où reposait le corps, laissant échapper un son qui était quelque part entre un cri et un hurlement. « Oh Dieu! Maya !» a-t-il crié, sa voix se cassant théâtralement. « Ma douce enfant, je suis tellement désolé. » Je me suis tenu en arrière, appuyé contre le mur froid de béton, les bras croisés sur ma poitrine. Je l'ai regardé agir, et c'était exactement ce que cela semblait être.
une performance. J'ai vu des hommes se effondrer. J'ai vu des pères tenir les corps de leurs fils dans des rizières et des déserts. La vraie douleur est laide, elle est silencieuse. Elle t'effondre de l'intérieur vers l'extérieur. Mais Patricio était bruyant. Il faisait un spectacle de sa présence, s'assurant que tout le monde dans la pièce, en particulier le détective Ramirez, voit son agonie. Il s'est tourné vers moi. Son visage était contordu. « Papa, je suis désolé que tu aies dû l'apprendre ainsi. Je voulais te le dire. Je te le jure, j'ai voulu. Elle a été une erreur de mes jours d'université, une brève aventure. Je n'ai su son existence que depuis quelques années. Je l'ai entretenue, j'ai essayé de l'aider à s'en sortir, mais elle avait des problèmes, tellement de problèmes. » Il a de nouveau enfoui son visage dans ses mains. Je suis resté en silence, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Mes yeux se sont dirigés vers ses pieds. Il portait des mocassins en cuir italien faits à la main. Le type avec des semelles douces qui absorbent l'eau comme une éponge. Il avait plu continuellement dans la ville pendant 6 heures. Le parking dehors était une série de flaques profondes. Pour aller de sa voiture à ce bâtiment, il aurait dû marcher à travers au moins 5 cm d'eau, mais ses chaussures étaient complètement sèches. Pas une goutte de boue, pas une égratignure. J'ai regardé les épaules de sa veste, sèches. J'ai regardé les revers de ses pantalons, secs. Un soupçon froid et acéré m'a piqué à l'arrière du cou. S'il avait conduit jusqu'ici en panique après avoir reçu un appel de la police, il serait mouillé. Pour être aussi sec, il aurait dû être à l'intérieur d'un bâtiment pendant des heures. Ou peut-être était-il resté à proximité, attendant l'appel qu'il savait viendrait. J'ai décidé de tester les eaux. « Tu es arrivé vite, Patricio », ai-je dit d'une voix rauque. « Le trafic est un enfer sur l'autoroute avec ce temps. » Il s'est figé pendant une fraction de seconde. Puis il s'est mouché avec un mouchoir en soie. J'étais au bureau jusqu'à tard, plus près du centre. J'ai conduit comme un fou quand j'ai appris. Menteur. Je ne l'ai pas dit. J'ai simplement hoché la tête lentement. Ramirez nous observait, les yeux légèrement plissés, alors qu'il regardait alternativement Patricio et moi. Il sentait la tension. Mais il a avalé l'histoire. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait ? C'était une histoire tragique qui enveloppait tout dans un petit paquet propre. Mais je connaissais Patricio. Je savais qu'il n'était pas resté au bureau après 17 heures depuis 10 ans et je savais qu'il détestait les surprises. Ce ne semblait pas être une surprise pour lui. Cela semblait être un inconvénient qu'il essayait de gérer. « Nous devons faire les arrangements », a dit Patricio, se redressant instantanément, passant du père affligé à l'expert en efficacité. « Nous ne pouvons pas la laisser ici, il fait trop froid. Papa, je sais que c'est un choc, mais je veux m'occuper de tout, je paierai la crémation. Nous devrions le faire immédiatement ce soir, si possible. » J'ai fait un pas en avant en me détachant du mur. « Crémation », ai-je demandé. « Depuis quand les Ford incinèrent-ils nos morts ? Ta mère est enterrée, mon père est enterré. Nous avons une parcelle familiale. Nous les mettons en terre, Patricio. Nous leur donnons une pierre tombale. Nous les mettons en terre. » Patricio a agité la main avec dédain, un tic nerveux qu'il avait quand une affaire allait mal. « Non, non, Maya ne voudrait pas ça. Elle n'était pas traditionnelle. Et franchement, papa pense au scandale. Si cela venait à la connaissance du public, la presse ferait un festin. Fille illégitime, suicide. Cela affecterait le cours des actions, traînerait notre nom dans la boue. Nous avons besoin de gérer cela en silence. Les cendres sont silencieuses. Nous pouvons les disperser dans la mer. C'est digne. C'est ce qu'elles méritent. » Il ne parlait pas de dignité. Il parlait d'élimination. Il voulait brûler la preuve. Il voulait transformer cette fille, ma serveuse, ma fille en poussière, avant que quelqu'un puisse demander pourquoi elle avait mon anniversaire tatoué sur le poignet. J'ai senti une vague de rage tellement chaude que j'ai failli vaciller. Mais je l'ai réprimée. J'avais besoin d'être intelligent. J'étais sur un territoire ennemi. Je suis son grand-père, ai-je dit en baissant la voix d'une octave. Supposément. Si elle est de ton sang, elle est de mon sang. Et je dis que nous ne la brûlons pas comme des ordures. Nous attendons. Nous faisons un service. Nous l'enterrons correctement. La mâchoire de Patricio s'est serrée. Il s'est approché de mon espace personnel, sentant la colonne cara et le whisky rassis. « Papa, es-tu confus? Es-tu perturbé?
Ne penses-tu pas clairement? Je suis son père. Je prends les décisions et je dis que nous la crématisons. Il s'est tourné vers Ramirez. Détective, libérez le corps auprès du crématorium que j'ai appelé. Ils sont en route. Je veux que vous commenciez la paperasserie maintenant. Il me piégeait. Il appuyait sur la vitesse parce que la vitesse cache les erreurs. J'avais besoin de le ralentir. J'avais besoin de gagner du temps. J'ai regardé le bureau dans le coin de la pièce. Il y avait une pile de papier. Le rapport du médecin légiste, les conclusions préliminaires de la police et un gobelet en polystyrène avec du café que Ramirez avait été en train de boire. « D'accord », ai-je dit en laissant tomber mes épaules. J'ai fait semblant de me dégonfler, d'être l'homme fatigué qu'il croyait que j'étais. « Tu as raison, Patricio. Je suis fatigué. Je suis confus. Laissez-moi juste m'asseoir une minute. Mon cœur s'accélère. » Patricio a expiré, soulagé que l'obstacle se déplace. « Bien, bien, papa. Assieds-toi ici. Je signerai l'autorisation. Ramirez, donne-moi le stylo. » Je me suis traîné jusqu'au bureau, m'appuyant lourdement dessus. J'ai atteint la chaise, mais ma main tremblait maladroitement et nerveusement. J'ai renversé le gobelet en polystyrène. Ce n'était pas un accident, mais j'ai fait en sorte que cela en soit un. Un de ces tremblements que je simulais parfois pour sortir de réunions ennuyeuses. Le gobelet s'est renversé. Le café sombre et tiède a inondé le bureau, trempant la pile de papier, goûtant par terre et éclaboussant les chaussures italiennes impeccables de Patricio. « Jésus !» a crié Patricio en sautant en arrière. « Papa, regarde ce que tu as fait, mes chaussures. »« Je suis désolé, » ai-je murmuré, en saisissant une poignée de serviettes et en feignant de nettoyer inutilement le désastre. « Je suis tellement maladroit. Mes mains ne fonctionnent tout simplement pas comme autrefois. »« Pour l'amour de Dieu !» a sifflé Patricio. Il a regardé le formulaire d'autorisation imbibé. L'encre s'écoule. C'était ruiné. J'ai besoin d'une serviette. Ramirez, tu as une serviette? Je vais en apporter du distributeur au bout du couloir, a dit Ramirez en semblant irrité tandis qu'il quittait la pièce. Patricio m'a jeté un regard noir, puis a regardé ses chaussures ruinées. Va aux toilettes pour nettoyer ça. Ne touche à rien d'autre, papa. Assieds-toi ici et essaie de ne rien détruire d'autre. Il est sorti furieux, me laissant seul dans la pièce avec la fille morte et le bureau mouillé. J'ai arrêté de trembler immédiatement. Je n'ai pas essayé de nettoyer le café. J'ai saisi le seul dossier qui était resté relativement sec. C'était le rapport de la scène du crime que Ramirez avait été en train de remplir. Je l'ai ouvert en grand. Mes yeux ont scanné le texte dactylographié, ignorant les taches de café sur les bords. Victime trouvée à la chambre 104 du motel. Blessure par balle unique à la tempe droite. Arme trouvée à la main droite. Doigt sur la détente. Résidu de poudre à la main droite. Conclusion. Suicide. Je me suis figé, main droite. L'image dans mon esprit était claire comme du cristal. Mardi matin au restaurant. Maya marchant avec la cafetière. Plus de café, monsieur Ford? Elle tenait la cafetière de la main gauche. Elle servait de la main gauche. Quand elle écrivait ma commande de pain grillé, elle tenait le stylo de la main gauche. Quand elle nettoyait la table, elle utilisait sa main gauche. Maya était gauche. Je suis revenu au rapport. Arme trouvée à la main droite. Si tu allais te tirer dessus, tu utiliserais ta main dominante. C'est l'instinct. Tu ne changeais pas de main pour terminer ta vie. Et même si tu le faisais, l'angle serait gênant. Ce n'était pas un suicide. Quelqu'un avait mis ce pistolet dans sa main après qu'elle soit morte. Et cette personne ne la connaissait pas assez bien pour savoir qu'elle était gauche. Patricio ne le savait pas parce que Patricio ne la connaissait pas du tout. Il n'était pas ici pour pleurer une fille secrète. Il était ici pour couvrir un meurtre. J'ai sorti mon téléphone. Je n'avais pas beaucoup de temps. Patricio reviendrait en quelques secondes. J'ai pris une photo du rapport, en me concentrant sur la ligne concernant la main droite. Puis j'ai pris une photo de la scène du crime, attachée au verso. Elle montrait son corps affalé sur le lit du motel, le pistolet clairement dans sa prise droite. J'ai remis le téléphone dans ma poche, juste au moment où j'ai entendu les pas furieux de Patricio revenir dans le couloir. Je me suis assis dans la chaise, en laissant mon visage se détendre, en réactivant le masque du vieil homme sénile et maladroit. Mais à l'intérieur, le marine était de retour. Le constructeur était de retour.
J'avais trouvé la fissure dans les fondations. Maintenant, j'allais faire s'écrouler toute la maison. Patricio est entré en frottant sa chaussure avec une serviette en papier mouillé. « C'est bon », a-t-il dit sèchement. Ramirez imprime un nouveau formulaire. On le signe et on s'en va. Ce cauchemar se termine ce soir. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Le fils que j'avais élevé, l'enfant auquel j'avais appris à faire du vélo, était parti. À sa place se trouvait un étranger dans un costume cher, désespéré de brûler la preuve de ses propres péchés. « C'est bon, mon fils », ai-je dit doucement. Quoi que tu dises, mais je savais que le cauchemar ne faisait que commencer, et je n'allais pas le laisser la brûler. Je devais entrer dans son appartement. Je devais découvrir ce qu'elle savait. Et je devais le faire avant que les nettoyeurs de Patricio n'arrivent. Je suis sorti du bureau du médecin légiste avec un feu dans le ventre que je n'avais pas ressenti depuis le siège de Quezon. Patricio se bougerait vite. Il le faisait toujours. Il traitait les problèmes comme des feuilles de calcul, supprimant les lignes qui ne s'alignaient pas jusqu'à ce que les données semblent propres. Maya, ou qui qu'elle soit réellement, était une ligne qu'il essayait de supprimer. Je savais que ses nettoyeurs seraient en route vers son appartement dans l'heure. Ce n'étaient pas des femmes de ménage. C'étaient des hommes qui se spécialisaient dans la disparition des vies, l'effacement des empreintes digitales, la destruction des documents et la transformation d'une maison en une boîte stérile et vide. Je devais les devancer. J'avais pris une photo de l'adresse du rapport de police quand Ramirez ne regardait pas. C'était un immeuble en ruine dans un quartier oublié, un quartier que le boom technologique de la ville semblait avoir ignoré. La pluie tombait à torrents maintenant, transformant les rues en fleuves d'huile et de sable. J'ai garé mon camion à 2 rues de distance, caché derrière un conteneur à déchets. Je ne voulais pas que les voyous de Patricio voient dans mon véhicule et n'arrivent pendant que j'étais à l'intérieur. J'ai remonté mon col et j'ai marché, mes bottes éclaboussant à travers les flaques, ma main vérifiant instinctivement la poche où je gardais mon couteau de poche. J'avais 77 ans, mais ce soir, l'adrénaline faisait le travail du cœur d'un homme plus jeune. Le bâtiment sentait le chou bouilli et la moisissure. Le couloir était sombre, éclairé par une seule ampoule qui scintillait comme une guêpe en colère. Appartement 4B. La porte était faite d'agglomérés bon marché, peints d'une couleur beige écaillée. Je n'ai pas frappé. Je me suis agenouillé, ignorant les protestations de mes genoux arthritiques, et j'ai sorti un petit étui en cuir de ma botte. Crocheter les serrures était une compétence que j'avais apprise dans les Marines et perfectionnée pendant mes années dans la construction quand les entrepreneurs se verrouillaient hors des chantiers. C'était une simple serrure du type qu'un propriétaire achète en gros. J'ai inséré la clé de tension et le râteau. Clic, clic, clic. Le cylindre a tourné avec un déclic satisfaisant. J'étais dedans. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai activé le loquet de peine dormant. L'appartement était sombre, éclairé seulement par la lueur orange d'un lampadaire dehors par la fenêtre. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai sorti une petite lampe de poche de ma poche et j'ai balayé le faisceau de lumière à travers la pièce. Je m'attendais à voir le foyer d'une serveuse de 24 ans. Je m'attendais à des vêtements désordonnés par terre, peut-être un chat, des affiches de groupes que je n'avais jamais entendu parler, ou des meubles bon marché. Ce que j'ai vu a gelé mon sang. La pièce était austère, militairement austère. Un simple matelas sur le sol, parfaitement fait avec des coins d'hôpital. Une petite table avec une chaise, pas de télévision, pas de décoration, pas de personnalité, mais les murs. Le faisceau de ma lampe de poche a dansé sur le mur du fond, et j'ai senti ma respiration s'arrêter dans ma gorge. C'était couvert de photographies, des dizaines, des centaines d'entre elles, et elles étaient toutes de moi. Là, j'étais assis au cucharon oxydado, avec une fourchette à mi-chemin vers ma bouche. Là, je sortais de la pharmacie. Là, j'étais assis sur un banc, dans un parc, nourrissant des pigeons. Là, je me disputais avec Patricio à l'entrée de ma maison. Les photos étaient organisées chronologiquement, reliées par du fil rouge, comme quelque chose sorti d'un film de détective. Je me suis rapproché, sentant une violation si profonde qu'elle m'a donné la chair de poule. Elle me harcelait. Elle était obsédée par moi. C'était-ce une fixation malsaine? Avait-elle planifié m'enlever? Peut-être que le suicide était une tentative de meurtre raté. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près les notes gribouillées dans les marges des photos.
Ce n'étaient pas des menaces, c'était des observations. 8 heures. Le sujet semble pâle. Souffle court, après avoir marché 10 mètres, 9 heures. Le sujet a pris la pilule bleue. Pourquoi bleu? Le dossier de prescription dit blanc. 1200 heures. Patricio a visité. Sujet agité. Fréquence cardiaque probablement élevée. Je me suis déplacé vers la table. Il y avait une pile de cahiers. J'ai ouvert le premier. C'était un registre de mes médicaments. Elle avait listé chaque pilule que je prenais, la posologie et les dates de remplissage. Mais à côté de la liste officielle, elle avait écrit ses propres notes à l'encre rouge. L'isinopril devrait être rond et rose. Papa a pris une pilule blanche ovale aujourd'hui. Atorvastatine surdosée sans visite médicale? Pourquoi dort-il 14 heures par jour? Un frisson m'a parcouru qui n'avait rien à voir avec la pièce froide. Elle ne me harcelait pas pour me faire du mal. Elle me surveillait. Elle me gardait comme un ange gardien dans les ombres. Elle remarquait des choses que j'étais trop fatigué ou trop confiant pour voir. J'ai entendu le son d'un moteur de voiture dehors. Des pneus crissaient sur la chaussée mouillée. Des portières de voiture se fermaient avec bruit. Des pas lourds dans les escaliers en béton. L'équipe de nettoyage de Patricio était là. J'avais des minutes, peut-être des secondes. Je devais trouver la source, la raison, la preuve. Si elle était aussi méticuleuse que le suggérait ce mur, elle ne laisserait pas l'information la plus importante à la vue. Elle l'aurait cachée. J'ai scanné la pièce désespérément. Si elle était aussi organisée que ce mur le laissait entendre, elle ne garderait pas les informations les plus importantes en vue. J'ai fouillé le matelas. Rien. J'ai fouillé le congélateur. Seulement des bacs à glaçons. J'ai couru à la salle de bain. Elle était minuscule et sentait le chlore. J'ai fouillé l'armoire à pharmacie, vide. Puis, j'ai regardé les toilettes. C'était un vieux modèle avec un couvercle en céramique lourd sur le réservoir. C'est une cachette classique, un cliché, mais parfois les clichés sont vrais parce qu'ils fonctionnent. J'ai levé le couvercle lourd avec prudence pour ne pas le laisser racler contre la porcelaine. L'eau du réservoir était tranquille, mais là, collé au bas du couvercle, dans un sac étanche au congélateur, il y avait un épais livre relié en cuir. Je l'ai saisi, mes mains tremblant. J'ai poussé le couvercle vers l'arrière, juste au moment où j'ai entendu le son d'une clé grattant dans la serrure de la porte principale. Je n'avais pas le temps de tout lire. Je devais savoir qui elle était réellement. J'ai déchiré le sac pour l'ouvrir et j'ai feuilleté la première page. L'écriture était nette et précise. Cela ne disait pas « Journal de Maya ». Cela disait « Le journal de bord de Sarah Ford ». Sarah. Le nom m'a frappé comme un impact physique. Sarah. Le nom que Martha et moi avions choisi il y a 45 ans. Le nom de la fille qu'on nous avait dit était morte à la naissance. J'ai lu la première entrée, mes yeux dévorant les mots, tandis que le loquet de la porte principale faisait clic et que la poignée tournait. Jour 400. Surveillance de papa. Il semble plus faible aujourd'hui. Je sais que Patricio change ses médicaments pour le cœur. J'ai testé les ordures qu'il a jetées. Ce n'est pas un médicament. C'est un sédatif mélangé à une toxine légère. Il le lentement. Je dois lui dire. Je dois trouver un moyen de lui dire à papa que je suis vivante et que son fils le tue lentement. Mais j'ai peur. Si Patricio découvre que je sais, il me tuera en premier. La porte de l'appartement s'est ouverte d'un coup. « Nettoyez la pièce !» a crié une voix profonde. « Mettez tout en sac, brûlez le reste. » J'étais piégé dans la salle de bain. La seule sortie était une petite fenêtre givrée au-dessus de la baignoire qui donnait sur l'escalier de secours. Je mets le journal dans ma veste, le serrant fort contre ma poitrine. Ce livre n'était pas seulement un journal, c'était ma vie. C'était la preuve que mon fils n'était pas seulement un cadre à vide, mais un meurtrier qui avait lentement terminé ma vie pendant qu'il me souriait au visage. Et c'était la voix de la fille que je n'avais jamais su que j'avais. Une fille qui avait passé ses derniers jours à essayer de sauver le père qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Je me suis hissé sur le bord de la baignoire, j'ai poussé la fenêtre pour l'ouvrir et je me suis glissé sous la pluie juste au moment où la poignée de la porte de la salle de bain tournait. J'étais dehors dans la nuit froide et mouillée, me glissant sur le fer rouillé de l'escalier de secours. Mais je ne sentais pas le froid.
Je sentais un feu de rage tellement ardent qu'il pourrait brûler la ville jusqu'aux fondations. Patricio pensait avoir nettoyé le désordre. Il pensait avoir réduit au silence la fille. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait oublié le vieil homme. Et maintenant le vieil homme connaissait la vérité. Je me suis éloigné de l'appartement de Maya, avec le journal brûlant un trou dans la poche de ma veste, la pluie lavant la boue de ma fuite, mais pas l'ordure de ce que je venais de lire. J'avais besoin d'être intelligent. J'avais besoin d'être le soldat, pas le père. Si je faisais face à Patricio maintenant, il nierait tout. Il m'appellerait sénile. Il me ferait interner. J'avais besoin de preuves qui tiendraient bon. Non seulement dans une cour de justice, mais dans le tribunal de ma propre conscience. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de voir le meurtrier caché derrière le fils. J'ai donc rentré chez moi, j'ai verrouillé le journal dans la cloison murale derrière le four que je connaissais seulement. Je me suis changé en une chemise propre et j'ai conduit à sa maison pour dîner comme s'il ne s'était rien passé. Patricio vit dans une boîte de verre avec vue sur le lac. C'est le type de maison qui remporte des prix d'architecture, mais elle ressemble à un réfrigérateur. Des surfaces froides, des angles aigus, nulle part où se cacher. Quand je suis entré, l'air sentait les lits chers et le destin imminent. Ma belle-fille Tara était dans la cuisine. Elle est généralement une femme qui se vante de perfection. Ses cheveux toujours vaporisés pour les dompter, son sourire répété. Mais ce soir, elle semblait être une femme au bord d'une dépression nerveuse. Sa peau était grise, ses yeux se déplaçaient autour de la pièce comme un animal piégé. Quand elle m'a vu, elle a sauté tellement fort qu'elle a renversé un verre de vin de cristal du comptoir. Il s'est brisé sur le sol en ardoise, le son explosant comme un coup de feu dans la maison silencieuse. « Je suis tellement désolée », a-t-elle balbutié en tombant à genoux pour ramasser les éclats avec les mains nues. « C'est juste que je suis tellement maladroite ce soir. » Je l'ai observée. Ses mains tremblaient, sans contrôle. Une goutte de sang jaillit sur son doigt, où un morceau de verre l'avait coupé, mais elle ne semblait pas le remarquer. « Laisse-le, Tara, » ai-je dit d'une voix ferme. « Tu vas te couper. » Patricio est entré en tenant un verre de whisky. Il semblait irrité, pas inquiet. « Mon Dieu, Tara, appelle l'employé pour nettoyer ça. Lève-toi, tu as l'air pathétique. » Elle a tremblé à sa voix. Ce frisson m'a dit tout. Tara n'était pas seulement en deuil. Elle était terrifiée. Elle savait. Peut-être qu'elle n'avait pas appuyé sur la détente, peut-être qu'elle n'avait pas mélangé le poison, mais elle savait. Nous nous sommes assis pour dîner. La table était une dalle de marbre noir. La nourriture était une sorte de volaille rôtie qui semblait trop sèche pour manger. Je m'assis en tête de table. Patricio à ma droite, Tara à ma gauche. La conversation était un chant de mine. Patricio a parlé des arrangements de crémation, de disperser les cendres de l'erreur en mer demain. J'ai hoché la tête, jouant le rôle du vieil homme vaincu. Je les observais tous les deux en mastiquant lentement. Puis est venu le moment de la vérité. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon flacon de pilule. C'était le cylindre orange qui contenait ma médication pour le cœur. Ou du moins, c'est ce qu'étiquette. Le journal de Sarah disait que Patricio changeait mes pilules pour autre chose. Quelque chose qui affaiblissait le muscle cardiaque au fil du temps. J'ai placé le flacon sur la table avec un claquement sec. « L'heure de la médication cardiaque », ai-je annoncé en me frottant la poitrine théâtralement. Le docteur dit que si j'en saute une, je ne peux pas me réveiller. J'ai vu les yeux de Patricio se déplacer vers le flacon. Un minuscule muscle, à peine perceptible, a sauté dans sa mâchoire. Il a pris une gorgée de son whisky pour cacher un sourire. « Tu devrais les prendre, papa » a-t-il dit d'une voix douce comme l'huile. « Nous voulons que tu sois là longtemps. » Je l'ai fixé du regard. L'audace du mensonge était impressionnante. « J'ai besoin d'un peu d'eau, » ai-je dit. « Et j'ai besoin d'utiliser la salle de bain. Avec votre permission. » Je me suis levé de table et j'ai marché vers la salle de bain d'invités au bout du couloir, en fermant la porte bruyamment. À l'intérieur, j'ai ouvert le robinet pour masquer tout bruit. J'ai sorti un autre flacon orange de mon autre poche. Ce flacon ne contenait pas du poison. Il contenait des innocentes tablettes de vitamine C que j'avais rasées pour qu'elles ressemblent exactement à mes pilules pour le cœur. J'avais passé 1 heure à le faire dans mon garage avant de venir ici.
J'ai attendu 2 minutes, temps suffisant pour que Patricio se détende, temps suffisant pour qu'il pense que le vieil homme se battait juste avec sa vessie. Quand je suis revenu à la salle à manger, le flacon était exactement où je l'avais laissé, mais le couvercle était légèrement dévissé, juste une fraction de centimètre. J'avais aligné parfaitement la flèche de sécurité avant de partir. Maintenant, elle était désalignée. Il l'avait fouillée. Il voulait s'assurer que je prenais le lot spécial. Je me suis assis, j'ai pris le flacon, je l'ai caché dans la paume de ma main et avec un mouvement fluide que j'avais pratiqué 1000 fois avec des jeux de cartes dans les casernes, j'ai échangé le flacon sur la table contre le flacon de vitamines dans ma manche. C'était un mouvement plus rapide que l'œil ne pouvait suivre, en particulier l'œil d'un homme déjà ivre de sa propre arrogance. J'ai ouvert le flacon de vitamines, j'ai sorti 2 comprimés blancs et je me les suis mis dans la bouche. Je les ai avalés avec une gorgée d'eau en feignant le spectacle. « Ah, cela descend difficilement », ai-je dit en grimaçant. Je me suis tourné directement vers Patricio. Il m'observait avec un regard d'intense satisfaction prédatrice. C'était le regard d'un homme voyant une mouche se poser sur un piège. Il ne savait pas que j'étais en train de manger des vitamines. Il pensait qu'il regardait son père se tuer avec une ordonnance médicale. « Bien », a-t-il dit. « Il est important de rester à l'horaire. » Tara a regardé son assiette en poussant un morceau d'asperge avec sa fourchette. Elle semblait sur le point de vomir. Nous nous sommes déplacés au salon pour prendre du café. La pluie frappait les fenêtres du sol au plafond, transformant le monde extérieur en une tache noire. J'ai vérifié ma montre. 20 minutes depuis que j'ai pris les comprimés. Si le journal avait raison, le poison que Patricio utilisait était un sédatif à action rapide mélangé à un dérivé de digital. Il était censé imiter un événement coronarien massif. C'était l'heure de la performance de ma vie. J'ai commencé à tousser, une toux sèche et rauque. J'ai laissé tomber ma tasse de café. Elle a rebondi sur le tapis persan épais, versant du liquide brun partout. « Papa ?» a demandé Tara d'une voix tremblante. Je me suis levé en me tenant la poitrine. Mon bras gauche est devenu engourdi, ou du moins je l'ai fait sembler. J'ai laissé échapper un gémissement, un son profond et guttural de douleur. « Patricio ?» ai-je haletant. Ma poitrine me semble écrasée. Je me suis avancé en titubant, renversant une lampe de table auxiliaire. La pièce tournoyait principalement parce que je me déséquilibrais intentionnellement. J'ai vu Patricio se lever. Il n'a pas couru vers moi. Il s'est tenu là, en regardant tranquille comme une statue. Je me suis effondré. J'ai frappé le sol de force, laissant mon épaule recevoir l'impact, me retournant sur mon dos. J'ai serré les yeux, laissant échapper de courtes respirations inégales. J'ai bougé les jambes en imitant les débuts de convulsions. « Oh mon Dieu !» a crié Tara. Elle est tombée à genoux à côté de moi. Ses mains voletaient sur mon visage, terrifiée. « Il fait une crise cardiaque. Patricio, aide-le, il ne respire pas bien. » J'ai retenu mon souffle, laissant mon visage devenir rouge. J'ai ouvert les paupières, juste une fente, assez pour voir. Patricio s'est avancé, se déplaçant lentement et délibérément, s'est accroupi et a saisi le poignet de Tara. Son agar était dur et contusionné. « Non », a-t-il dit. Sa voix était froide comme la glace. « Quoi ?» Tara l'a regardé, les yeux écarquillés par l'horreur. « Qu'est-ce que tu fais ? Il se meurt !»« Laisse-moi !» ai-je dit. « Non !» a répété Patricio. Il lui a arraché le téléphone de la main et l'a glissé dans sa propre poche. « Es-tu fou ?» Tara le tirait désespérément. « C'est ton père. »« Il est un problème, Tara, et le problème se résout tout seul. » Je suis resté là, mes poumons brûlant de retenir la respiration, mon cœur cognant contre mes côtes, non à cause du poison, mais de la terreur pure de la vérité. L'entendre, vraiment l'entendre à haute voix. Une chose est de soupçonner que ton fils te hait. Une autre chose, complètement différente, c'est de l'entendre prononcer ta phrase de mort pendant qu'il se tient debout sur ton corps. « Attendez !» a-t-il dit en regardant sa montre. « Attendez 15 minutes, c'est tout ce que cela prend. Quand les ambulanciers paramédicaux arriveront, les dégâts aux muscles cardiaques seront irréversibles. Cela semblera être des causes naturelles. Il est vieux. Il a des antécédents de problèmes cardiaques. Personne ne le questionnera. « Mais tu souffres ?» a pleuré Tara. « Regarde-le. Laisse-le souffrir. »« Qu'il souffre ?» a craché Patricio.
Il m'a fait souffrir toute ma vie, toujours à juger, toujours à contrôler, ne pensant jamais que j'étais assez bon pour gérer l'entreprise. Eh bien, regarde qui contrôle maintenant, vieil homme. Il m'a donné un coup de pied à la jambe. Pas fort, juste un coup. Comme quelqu'un qui donne des coups de pied à un pneu pour voir s'il est dégonflé. Il s'éteint, a-t-il dit. Assieds-toi ici, Tara. Si tu fais un mouvement, si tu cries et touches ce téléphone fixe, je te jure par Dieu que tu seras la prochaine. Veux-tu terminer comme la fille? Tara est restée silencieuse. Elle s'est effondrée sur le sol en pleurant silencieusement, se couvrant la bouche d'une main. Je suis resté là sur le tapis froid, écoutant la pluie, écoutant le tic-tac du reliquaire dans le couloir. Tic-tac. 15 minutes. Mon fils allait rester là et me voir mourir pendant 15 minutes. J'avais ma réponse. J'avais ma preuve. Le journal avait raison. La fille, Sarah, avait raison. J'ai laissé échapper un dernier souffle long et stertoreux, puis je suis resté immobile. Je suis resté complètement flaccide. J'ai cessé d'agir comme un homme mourant, et j'ai commencé à agir comme un mort. J'avais besoin qu'ils pensent que j'avais terminé. J'avais besoin qu'ils se sentent en sécurité. Parce que, quand un prédateur se sent en sécurité, c'est quand il commet des erreurs. Et je n'allais pas seulement les attraper, j'allais les détruire. Patricio s'est penché. J'ai senti son haleine sur mon visage. Il a mis 2 doigts contre mon cou pour vérifier le pouls. J'ai utilisé un vieux truc de plongeur, appuyant mon bras contre mes côtes pour supprimer le pouls radial, rendant ma respiration si superficielle qu'elle était presque nulle. « Il s'est éteint », a-t-il murmuré. Le soulagement dans sa voix était la chose la plus douloureuse que j'avais jamais ressentie. Mais le jeu était loin d'être terminé. J'étais sur le point de me réveiller, et quand je l'aurais fait, l'enfer viendrait avec moi. Je suis tombé dans l'obscurité de ma salle de bain, l'air rancide avec du café Stal et des crimes anciens, et je me suis présenté au bureau du détective Romero et j'ai placé le dictaphone numérique sur son bureau. La petite boîte noire contenait la voix de mon fils, conspirant pour m'emprisonner, et la confession de ma belle-fille, l'impliquant dans un meurtre. Mais ce n'était pas suffisant. Pas pour moi. Romero m'a regardé avec des yeux fatigués, ses doigts tambourinant sur une pile de dossiers. Il m'a dit que nous avions suffisamment de preuves pour un mandat d'arrêt basé sur la fraude téléphonique et la disposition illégale d'un corps. Mais une accusation de meurtre pour Sarah était compliquée sans une confession ou l'arme homicide. J'ai dit que je ne voulais pas un arrêt. Je voulais une défaite totale. Je voulais que Patricio entre dans une cellule qu'il s'était lui-même fermée. Je lui ai expliqué mon plan. C'était dangereux et violait près d'une douzaine de protocoles policiers, mais Romero était aussi un père. J'ai vu le regard dans ses yeux quand j'ai rejoué la partie de la bande où Patricio riait d'effacer sa sœur. Romero a accepté de me donner 24 heures. Il établirait la surveillance dans une chambre privée de l'hôpital San Judas. Il aurait des officiers dans le couloir déguisés en infirmiers, mais à l'intérieur de la chambre, ce serait juste moi et le monstre que j'avais élevé. C'était le seul moyen d'obtenir la vérité enregistrée d'une manière qu'un jury ne pourrait jamais ignorer. La phase suivante était la performance. Je devais sembler mourant, pas seulement malade, mais aux portes de la mort. J'ai appelé mon médecin personnel, le docteur Echeverria, qui traitait mon hypertension depuis 20 ans. Et je lui ai dit la vérité. Echeverria était un homme bon, un homme de science qui croyait à la justice. Il a accepté de m'admettre sous prétexte d'un accident vasculaire cérébral massif compliqué par une insuffisance cardiaque. Nous avons rendu la chose réaliste. Le trajet en ambulance était du pur théâtre avec des sirènes à plein volume dans les rues pluvieuses de la ville. Je voulais que les voisins le voient. Je voulais que les chuchotements commencent. Au moment où on m'emmenait à la salle d'urgence avec un masque à oxygène sur le visage, la rumeur s'était déjà propagée. Roberto Ferrer s'en allait. Mais un homme mourant n'est pas une menace pour un prédateur comme Patricio. Un homme mourant est un cadeau. Pour le faire entrer en panique, j'avais besoin d'être un homme mourant qui était sur le point de brûler son héritage. J'ai fait faire l'appel à Elena. Elle a joué parfaitement son rôle, sa voix tremblant de ce qui semblait être de la douleur, mais en réalité, c'était l'adrénaline de finalement contre-attaquer. Elle a appelé Patricio et lui a dit que j'étais lucide pendant les moments où je me réveillais. Elle lui a dit que j'étais furieux et divaguais sur la trahison et que j'avais convoqué mon avocat en patrimoine à l'hôpital immédiatement. Puis,
Est venu le coup final, le mensonge qui le rendrait fou. Elena lui a dit que je réécrivais le testament pour laisser tout l'héritage de 50 millions de dollars, y compris l'entreprise et la maison, à la fondation d'accueil des chiens de la ville. Je savais que Patricio détestait les chiens. Il pensait qu'ils étaient sales et inutiles. L'idée que sa fortune, l'argent pour lequel il avait tué sa sœur, soit pour nourrir les chiens errants, serait une insulte si profonde qu'elle briserait n'importe quel fil de rationalité qui lui restait. Je me suis allongé dans le lit d'hôpital, connecté à des moniteurs qui bipaient dans un rythme constant. La chambre était faiblement éclairée seulement par les lumières de la rue dehors et la lueur du matériel médical. J'ai vérifié la caméra cachée dans le détecteur de fumée. Un minuscule feu rouge clignotait que seul je pouvais voir. J'ai vérifié le pistolet collé au ruban adhésif sous le plateau d'aliments à côté du lit. Il était chargé. J'étais prêt. Patricio a reçu la nouvelle dans son bureau. À travers le microphone que j'avais toujours actif, j'ai entendu le moment où son monde s'est fracturé. Il n'a pas crié. Il est resté étrangement silencieux. Puis j'ai entendu le son d'un verre qui se casse contre un mur. Il était acculé. Les auditeurs viendraient après la semaine pour l'entreprise. Les prêteurs viendraient demain pour l'argent du chantage. Et maintenant l'héritage, qui était son seul parachute, était sur le point d'être signé pour une charité. Il n'avait pas le temps de monter un accident. Il n'avait pas le temps d'attendre que la nature suive son cours. Il devait agir ce soir. Je l'ai entendu fouiller dans son bureau. Puis je l'ai entendu faire un appel à un contact que je ne reconnaissais pas, demandant de l'insuline à action rapide. C'était un choix intelligent pour un lâche. L'insuline est une hormone naturellement présente dans le corps. Un surdosage massif cause une hypoglycémie, envoyant la victime dans un coma puis la mort. Chez un homme âgé atteint d'antécédents cardiaques, cela semblerait un effondrement métabolique difficile à détecter, à moins que tu ne le cherches. Et Patricio pariait que personne ne le chercherait. Il a quitté son bureau à minuit. La pluie était revenue, frappant la ville comme un roulement de tambour pour une exécution. J'ai visualisé sa trajectoire. Il prendrait les routes secondaires pour éviter les caméras de circulation. Il se garerait loin de l'entrée de l'hôpital. Il utiliserait l'ascenseur de service. Il connaissait la disposition de l'hôpital San Judas parce que son entreprise avait construit la nouvelle aile il y a 5 ans. Il savait où les caméras avaient des points aveugles. Il pensait que sa connaissance lui donnait le pouvoir, mais il avait oublié que c'était moi qui lui avais appris à lire les plans. Je savais exactement par où il entrerait. Rester allongé dans l'obscurité, en attente que mon propre fils vienne me tuer, a été une torture que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Chaque grincement d'un chariot dans le couloir faisait que mes muscles se tendaient. Chaque ombre qui passait par la porte semblait être lui. J'ai pensé à Sarah. J'ai pensé à la fille que je n'ai jamais pu étreindre. Je me suis demandé si elle ressentait cette peur quand elle a réalisé que son frère n'allait pas l'aider, mais la faire du mal. J'ai serré les draps, mes articulations devenant blanches. Je faisais ceci pour elle. Je faisais ceci pour m'assurer que, quand il tombait, il restait en bas pour toujours. Vers 2 heures du matin, le couloir s'est calmé. Les infirmières étaient à leur station en changeant les équipes. C'était la fenêtre, la vulnérabilité. J'ai entendu le léger grincement de semelles de caoutchouc sur le lino. Pas les bottes lourdes d'un docteur, mais les mocassins chers d'un homme qui pensait posséder le monde. La poignée de porte a tourné lentement. C'était agonisant de lenteur. Il le testait, vérifiant s'il était verrouillé. Il ne l'était pas. Je m'étais assuré de cela. La porte s'est ouverte d'une fente. Une bande de lumière du couloir a traversé le sol. J'ai fermé les yeux, régulant ma respiration à un souffle superficiel. J'avais besoin qu'il pense que j'étais inconscient. J'avais besoin qu'il se sente assez en sécurité pour se vanter, assez en sécurité pour dire les paroles qui scelleraient son destin. Il s'est glissé à l'intérieur et a fermé la porte avec un clic derrière lui. La pièce s'est replongée dans la semi-obscurité. Je pouvais le sentir avant de l'entendre. Il sentait la pluie et la sueur nerveuse et cette colloque beurre salé cher qu'il utilisait comme armure. Il s'est arrêté au pied du lit pendant longtemps, juste en regardant. Je pouvais sentir son regard rampant sur moi. Il évaluait la menace. Il vérifiait les moniteurs. Fréquence cardiaque 65. Saturation en oxygène 92. Stable, trop stable pour son goût. Il s'est déplacé vers le côté du lit.
J'ai entendu le craquement de sa veste. Il mettait la main dans sa poche intérieure. Le son du bouchon d'une seringue étant retiré était minuscule, mais dans le silence de la pièce, il a résonné comme un coup de feu. Il dévoilait la seringue. Je ne me suis pas bougé. Ma main droite s'est glissée imperceptiblement sous la couverture, avançant centimètre par centimètre vers le plateau où le pistolet était collé au ruban. « Bonjour, papa », a-t-il chuchoté. Ce n'était pas un salut. C'était une moquerie. J'ai entendu qu'on te donnait mon argent au chien. C'est vraiment typique de toi. Toujours essayant d'être le saint, toujours essayant de m'enseigner une leçon. Je l'ai senti se pencher sur moi. Sa voix était directement à côté de mon oreille, maintenant proche et venimeuse. « Tu aurais dû mourir à la maison. Ça aurait été pacifique. Maintenant, je dois le faire à la manière difficile. » J'ai senti le toucher froid d'une toalita avec de l'alcool sur mon bras. Il nettoyait le site d'injection. Il était minutieux. Même dans le meurtre, il était un perfectionniste. « Sais-tu ce que c'est ?» a-t-il murmuré. « C'est juste une petite baisse de sucre. Tu vas t'endormir et tu ne te réveilleras pas. Et demain, je pleurerai à tes funérailles, et puis je démantèlerai cet hôpital et je construirai un casino. Et personne ne saura jamais à propos de Sarah. Elle est poussière, papa. Et dans 5 minutes, tu le seras aussi. » L'aiguille a touché ma peau. C'était la confession, l'intention, l'arme. J'ai attendu le piqûre. J'ai attendu qu'il commette l'acte qui le condamnerait pour toujours. Mais juste au moment où l'aiguille pénétrait dans la peau, j'ai ouvert les yeux d'un coup. J'ai attrapé son poignet avec une prise qu'aucun homme de 77 ans ne devait avoir. Ses yeux se sont ouverts en grand. Le choc sur son visage était total. Il a essayé de reculer, mais je l'ai serré. Je m'accrochais avec la force d'un père qui avait perdu une fille et qui était sur le point de détruire l'autre. « Non, Patricio », ai-je dit, ma voix claire et froide comme la glace. « Les chiens peuvent attendre, mais l'enfer est prêt pour toi maintenant même. » L'aile de l'hôpital s'est plongée dans l'obscurité exactement à 2h14 du matin. Ce n'était pas une panne d'électricité, c'était un apagon tactique orchestré par le détective Romero pour nettoyer le couloir de tout témoin innocent et pour donner à Patricio la couverture qu'il croyait avoir besoin d'eux. Je suis resté immobile dans le lit, écoutant les génératrices de secours bourdonnant dans les profondeurs du bâtiment. La seule lumière de la chambre privée provenait du pouls rythmique vert du moniteur cardiaque. Pip, pip, pip. C'était la bande sonore de ma vie s'estompant. Ou du moins, c'est ce que Patricio croyait. Pour moi, cela sonnait comme un compte à rebours. J'ai régulé ma respiration en la gardant superficielle et saccadée. Mes yeux étaient fermés, mais mes autres sens étaient réglés à la hauteur. Je pouvais sentir le nettoyant antiseptique sur le carrelage. Je pouvais entendre la pluie frappant le verre de la fenêtre du 4e étage, et puis je l'ai entendu. La poignée de porte a tourné avec un léger clic métallique. C'était lent et délibéré. Il testait les os. Une infirmière aurait frappé. Un médecin aurait entré rapidement avec un dossier, mais un meurtrier entre comme un courant d'air froid. La porte s'est ouverte et s'est fermée, et la pression d'air dans la pièce a changé. J'ai senti sa présence avant d'entendre ses pas. Il s'est déplacé vers le lit et sa respiration était rapide, un peu trop forte. Il était nerveux. Bien. Les hommes nerveux commettent des erreurs. Les hommes nerveux parlent pour remplir le silence. J'ai gardé ma main sous la couverture thermique épaisse, mes doigts enrobés autour de la poignée texturée du pistolet que j'avais collé au cadre du matelas des heures auparavant. C'était froid contre ma peau, mais c'était mon seul réconfort. Patricio s'est arrêté au pied du lit. Je pouvais sentir ses yeux scanner l'équipement. Il vérifiait les moniteurs, s'assurant que le blackout n'avait pas déclenché une alarme à la station d'infirmière. Il ne savait pas que la station d'infirmière était actuellement occupée par 4 officiers armés regardant tout cela sur un moniteur. Il s'est approché et le parfum pluie et whisky cher m'a frappé. Il avait eu besoin d'un verre pour réunir le courage de tuer son propre père. C'était pitoyable. Je voulais m'asseoir et le frapper à ce moment-là, mais j'avais besoin que l'acte soit complet. J'avais besoin que la seringue soit dans sa main. Je me suis déplacé vers le côté gauche du lit où était posé le support du soluté.
J'ai entendu le craquement de sa veste alors qu'il mettait la main dans sa poche intérieure. Le son du bouchon de la seringue sautant a été aigu et définitif. Il n'a pas hésité. Cette fois, il n'y avait pas de tremblement dans ses mains. Maintenant, il était engagé. Il regardait la poche de solution saline, regardait le port d'injection dans le tube plastique transparent qui descendait vers mon bras. Il pensait que le tube était relié à la canule de ma veine. Il n'a pas remarqué qu'under les couches épaisses de gaz et de ruban adhésif sur mon avant-bras, l'aiguille avait été retirée et le tube alimentait, inoffensif, la mousse dense de l'oreiller de l'hôpital. Il s'est penché sur moi. Son ombre a bloqué la lumière verte du moniteur. J'ai senti son haleine tiède à mon oreille et ma peau s'est hérissée d'une répulsion si profonde qu'elle semblait une douleur physique. Il était assez proche pour m'embrasser ou me tuer. Il a choisi de se vanter. C'est le défaut fatal de chaque narcissique. Ils ont besoin que leurs victimes sachent qu'ils ont remporté. Ils ont besoin de réécrire l'histoire une dernière fois avant que le livre ne se ferme. « Tu sais, papa ?» a-t-il murmuré, et sa voix était un serpent se glissant dans l'herbe sèche. « Tu n'aurais vraiment pas dû menacer l'argent. L'argent était la seule raison pour laquelle je t'ai laissé vivre si longtemps. J'ai toléré tes histoires, j'ai toléré ton jugement, mais donner mon héritage à un groupe de chiens errants, c'était un insulte que je ne pouvais pas avaler. » Il a marqué une pause, et j'ai senti la vibration de sa main alors qu'il saisissait la ligne du soluté. Il la stabilisait, et j'ai trop parlé. Elle vous ressemblait tellement, têtue, arrogante. Elle n'a pas voulu prendre l'argent que je lui ai offert pour quitter la ville. Elle voulait une famille. Elle te voulait, toi. Quand je l'ai trouvée dans ce motel, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle allait te dire la vérité. Elle n'avait pas peur de moi. Elle a combattu, papa. Elle a combattu dur. J'ai dû serrer sa gorge pendant 3 minutes avant qu'elle cesse de se débattre. J'ai dû voir la lumière s'éteindre dans ses yeux. C'était salissant. Je ne voulais pas le faire, mais elle ne m'a pas laissé le choix. Tout comme toi, tu ne me laisses pas le choix maintenant même. Je dois essorer la vie de cette famille pour la sauver. Au revoir, vieil homme. Dis bonjour à Sarah de ma part. J'ai senti la pression sur la ligne, tandis qu'il poussait l'aiguille. J'ai entendu l'embout descendre. La dose létale d'insuline a inondé le tube, courant vers l'oreiller que Patricio pensait être mon flux sanguin. Il a maintenu l'embout enfoncé pendant 1 seconde, s'assurant que chaque goutte était partie. Puis il a retiré l'aiguille et a reculé, expirant un long soupir de soulagement. Il pensait que c'était terminé. Il pensait que j'étais parti. Il avait tort. Le reliquaire s'est arrêté à moitié dans le couloir. Je n'avais pas entendu Patricio penser qu'il avait terminé. J'avais entendu quelque chose de beaucoup plus important. J'avais entendu la confession du meurtre de ma fille, prononcée par son propre frère. J'avais entendu les détails de la façon dont il l'avait étranglée. J'avais entendu l'admettre sans regret, avec seulement l'arrogance du privilège. J'ai attendu exactement 3 secondes. 1, 2, 3. J'ai ouvert les yeux. À la tenue lumière verte du moniteur cardiaque, j'ai vu son visage. Il souriait avec un petit sourire vicieux de victoire. Quand il a vu mes yeux s'ouvrir soudainement, ce sourire n'a pas seulement disparu. Il s'est brisé. Il semblait avoir vu un fantôme. Il a reculé en titubant, sa hanche cognant la table métallique. « Papa » a-t-il hâlé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai arraché le ruban adhésif du colchon et j'ai levé le pistolet dans un arc lisse et pratiqué. Le canonique a cagné la lumière verte alors que j'en nivelais directement au centre de son front. La distance entre nous était inférieure à 1,5 mètre. Je pouvais voir la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Je pouvais voir les pupilles de ses yeux se dilater dans la terreur primitive. Il s'est figé. La seringue vide s'est glissée de ses doigts et a rebondi sur le sol du lino. Je me suis assis lentement, laissant le faux tube du soluté tomber de mon bras. Je ne ressemblais plus à un homme mourant. Je ressemblais à l'infirmière de marine qui avait survécu aux jungles, aux guerres et aux trahisons qui auraient brisé un homme plus petit. J'ai gardé l'arme fermement, ma main aussi solide que les fondations des bâtiments que j'avais construits. « Tu as dit qu'elle s'est battue comme moi, Patricio ?» ai-je dit, et ma voix n'était pas un murmure. C'était un grondement depuis la partie la plus profonde de ma poitrine. « Tu avais raison. Elle avait mon sang, elle avait ma force. Mais tu as commis une erreur, mon fils.
Tu ne l'as pas aidé à finir avec elle et tu ne m'as certainement pas fini avec moi. » Il a levé les mains en tremblant violemment. « Papa, attendez. Ce n'est pas ce que tu penses, c'est juste une médecine. J'essayais de t'aider. » Silence. Ai-je aboyé. « Ne t'ose de me mentir une dernière fois. Je t'ai entendu. La police t'a entendu. Le monde entier vient de t'entendre admettre que tu as étranglé ta sœur parce qu'elle voulait être aimée plus qu'elle voulait être payée. » Patricio a regardé la porte, puis le pistolet. Il calculait, se demandait s'il pouvait se jeter sur moi, se demandait si le vieil homme avait les boyaux pour presser la gâchette. J'ai boulonné le chien. Le clic a été fort dans la petite pièce. « Je vois la ressemblance aussi, Patricio, » ai-je dit en me penchant en avant pour qu'il puisse voir le feu dans mes yeux. « Tu me ressembles, tu marches comme moi. Mais c'est là que ça finit, parce que je construis les choses. Tu les détruis, et cette nuit tu viens de te détruire toi-même. Maintenant, mets-toi à genoux. » Patricio a vacillé, son arrogance luttant avec son instinct de survie. « Je t'ai dit de te mettre à genoux !» ai-je rugi en bougeant légèrement l'arme, ou je vais te montrer exactement quel type de choix Sarah n'avait pas. Il s'est effondré, tombant à genoux sur le sol froid de l'hôpital, soilosant dans ses mains, le costume cher s'entassant autour de lui. Le monstre était parti. Tout ce qui restait était un enfant pathétique et cupide qui avait perdu le jeu qu'il avait lui-même arrangé. Mais le jeu ne s'est pas terminé jusqu'à ce que la dernière pièce soit jouée. J'ai gardé l'arme pointée vers lui, mais je n'allais pas tirer. La mort était trop facile pour lui. Il méritait une longue vie. Une longue vie dans une petite cage à penser à la sœur qui l'avait assassiné et au père qui l'avait sous-estimé. J'ai tendu ma main libre et j'ai appuyé sur le bouton d'appel sur la barandille du lit. « C'est l'heure !» ai-je dit. Les lumières fluorescentes du plafond ont clignoté une fois, puis ont inondé la pièce d'une lueur blanche, aveugle et stérile, qui semblait comme une lampe d'interrogatoire s'allumant dans une cellule sombre. Patricio a levé les mains pour protéger ses yeux, laissant échapper un cri aigu de surprise qui a été coupé par le son de la porte de la salle de bain s'ouvrant en grand contre le mur. Ce n'était pas seulement le détective Romero qui est sorti, c'était une équipe tactique de 4 officiers, leurs gilets lourds avec l'équipement, leurs armes dégainées et pointées avec précision professionnelle. La petite salle d'hôpital qui, quelques secondes auparavant, avait été une tombe silencieuse pour un père mourant et un fils meurtrier, s'est transformée instantanément en centre de commandement de la justice. J'ai abaissé mon pistolet lentement, ma main toujours ferme, mais mon cœur martelant une cadence de douleur contre mes côtes. J'ai vu Patricio clignoter rapidement, essayant de traiter le changement soudain dans sa réalité. Il a regardé de moi à Romero, puis aux officiers, et enfin au magnétophone numérique que Romero tenait dans sa main. La petite lumière rouge sur l'appareil était fixe, un œil de rubis qui avait été témoin de tout. « Santiago Ferrer », a annoncé Romero, sa voix remplissant la pièce avec le poids de la loi. « Vous êtes en arrestation pour le meurtre de Sarah Ferrer, anciennement connue sous le nom de Mariana. Vous êtes également en arrestation pour conspiration à commettre un meurtre, tentative de meurtre et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Patricio ne s'est pas tenu en silence. Il n'a pas immédiatement cédé. La négation est une drogue puissante et mon fils avait été drogué par elle pendant des années. Il m'a regardé, son visage se tordant de peur en direction d'une mascarade de haine pure et non adulée. Il s'est jeté en avant. Ce n'était pas un mouvement calculé. C'était le battement désespéré d'un animal piégé dans une piège. Il s'est élancé vers le lit en essayant de saisir le pistolet que j'avais toujours dans mon giron. Il a crié un son qui n'avait pas de mots, seulement la fureur brute. 2 officiers étaient sur lui avant même qu'il puisse franchir 2 pas. Ils l'ont frappé avec la force d'un train de marchandises, le jetant par terre. Le son de son costume cher se déchirait et de son corps frappant le sol en dur était répugnant mais nécessaire. Ils ont tordu ses bras derrière son dos. J'ai entendu le son métallique distinctif du déclic des menottes qui se serraient. Clic, clic, clic. C'était le son de son avenir se fermant sur lui. « Laisse-moi partir !» a rugi Patricio en se débattant contre le poids des officiers. « Tu sais qui je suis ? Je suis Patricio Ferrer. Je possède cet hôpital. Je possède cette ville. C'est une erreur.
Mon père est sénile, il hallucine. Regardez-le, il a un pistolet. Arrêtez-le, lui. » Romero a marché et s'est tenu au-dessus de mon fils, le regardant vers le bas, avec une expression d'absolu dégoût. « Nous avons écouté la bande, Patricio. Nous t'avons entendu parler d'étrangler ta sœur. Nous t'avons entendu parler de l'insuline. Nous avons la seringue. Nous avons le motif. Et grâce à ton père, nous avons la confession. C'est fini. » Ils l'ont soulevé jusqu'à ce qu'il soit debout. Ses cheveux étaient désordonnés, sa cravate était tordue et son visage avait été enfoncé contre le sol il y a des moments, laissant une marque rouge sur sa joue. Il semblait sauvage. Il ne ressemblait à rien au PDG composé qui était entré ici pour me tuer. Il m'a regardé, ses yeux suppliants maintenant, changeant de tactique dans une fraction de seconde. « Papa » s'est étranglé en luttant contre la prise des officiers. « Papa, dis-leur. Dis-leur que c'était un test. Dis-leur que j'étais en train de tester ta lucidité. Je ne l'aurais pas fait. Je suis ton fils. Je suis le seul qui reste. » Je me suis assis au bord du lit et j'ai balancé mes jambes sur le côté. J'ai mis le pistolet sur la table du plateau et je me suis levé. Mes genoux tremblaient, non pas d'âge, mais du coup émotionnel pur de la nuit. Je suis marché vers où il se tenait, retenu fermement par les hommes bleus. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai cherché le petit garçon que j'avais emmené à la pêche. J'ai cherché le jeune homme auquel j'avais envoyé à l'université. Mais il s'en était allé. Tout ce qui restait était l'étranger qui avait tué sa propre viande. Je me suis penché près pour qu'il ne perde aucune syllabe. « Non, Patricio, » ai-je dit, ma voix basse et rauque comme du gravier en train de moudre. « Tu te trompes, je n'ai pas un fils. J'en avais 2. Mon nom était Sarah. Je n'ai jamais pu l'embrasser. Je n'ai jamais pu lui apprendre à faire du vélo. Je n'ai jamais pu l'avoir graduée. Mais dans sa courte vie, elle a montré plus de courage, plus de loyauté et plus d'honneur que tu ne l'as montré en 45 ans. Elle est morte en essayant de me sauver. Tu as vécu en essayant de me tuer. Alors ne t'ose pas de me parler de l'héritage. Sarah est mon héritage. Tu es juste ma plus grande erreur. » Patricio a ouvert la bouche pour parler, mais aucune parole ne s'est faite. La vérité pendait dans l'air pesante et étouffante. Il n'allait pas seulement aller en prison. Il était déshérité. Il était effacé de la narration familiale, tout comme il avait essayé d'effacer sa sœur. « Faites-le entrer », a commandé Romero. Ils l'ont marché dehors. Je l'ai suivi. Je ne voulais pas rester dans cette pièce avec l'odeur de trahison. Je voulais le voir jusqu'à la fin. Je voulais m'assurer que le monde le voyait aussi. Nous avons marché dans le long couloir de l'hôpital. Les infirmières et les médecins qui avaient été expulsés auparavant se sont penchés depuis derrière les portes, leurs visages pâles de choc. Les nouvelles se propagent rapidement dans un hôpital. Ils ont observé tandis que le président du conseil, l'homme qui signait leurs chèques, était traîné devant eux, menottes comme un criminel ordinaire. Patricio gardait la tête baissée en essayant de cacher son visage, mais c'était trop tard pour ça. Nous sommes arrivés aux ascenseurs. Romero a appuyé sur le bouton du vestibule. « Êtes-vous prêt pour ceci, monsieur Ferrer ?» m'a demandé Romero à voix basse. « J'ai fait l'appel que tu as demandé, mais une fois que ces portes s'ouvrent, il n'y a pas de retour. Redresser mon dos en carrant les épaules de la manière que le corps des Marines m'avait appris. Je suis prêt, détective. Laissez le monde le voir pour ce qu'il est. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un ping au rez-de-chaussée. Le vestibule n'était pas vide. Il était rempli. J'avais appelé les stations de télévision de la ville, j'avais appelé les journaux locaux. Je leur avais dit qu'il y avait une nouvelle de dernière minute au San Judas impliquant l'Empire Ferrer et un meurtre couvert. Les reporters sont comme des requins. Ils sentent le sang dans l'eau à des kilomètres de distance et cette nuit, l'eau était pleine. En sortant, un mur de lumière a explosé. C'était aveuglant. Les appareils photo faisaient clic frénétiquement, capturant chaque cadre de la chute de Patricio. Les microphones ont été poussés en avant. Les reporters ont crié des questions. « Monsieur Ferrer, est-il vrai que vous êtes accusé de meurtre ? Monsieur Ferrer, avez-vous vraiment tué votre sœur secrète ? Roberto, est-il vrai que vous avez tendu un piège à votre propre fils ? » Il a reculé face aux lumières comme un vampire exposé au soleil. Il a essayé de se retourner pour protéger son visage avec l'épaule, mais les officiers l'ont gardé face aux caméras.
C'était sa promenade de la honte. C'était le moment où son image soigneusement élaborée du philanthrope homme d'affaires se brisait à jamais. Je suis resté en arrière près des portes de l'ascenseur et j'ai observé. J'ai vu l'humiliation sur son visage. J'ai vu la terreur. Pour un homme qui vivait pour l'approbation publique, c'était un destin pire que la mort. Il était dépouillé face à la ville qu'il voulait gouverner. Il m'a regardé une dernière fois, juste avant qu'on le pousse à travers les portes giratoires vers la voiture de police qui attendait. Ses yeux rencontraient les miens à travers le chaos des flashs. Il ne restait plus de colère en eux, seulement un vide profond. Il savait. Il savait que je l'avais vaincu à son propre jeu. Les portes de la voiture de police se sont fermées avec un coup. Les sirènes ont hurlé et les lumières ont coloré la nuit pluvieuse en rouge et bleu. La voiture a accéléré en s'éloignant, suivie par une caravane de camions de nouvelles. Le vestibule s'est lentement calmé. Les reporters se sont rendus compte que Patricio était parti et ont tourné leurs lentilles vers moi. Mais Romero s'est interposé en levant une main. « Le monsieur Ferrer n'a pas de commentaires en ce moment », a dit Romero. « Il a besoin de repos. » Romero m'a guidé vers une sortie latérale, loin des regards indiscrets. Nous sommes sortis à l'air frais de la nuit. La pluie avait cessé. Les nuages se brisaient et pour la première fois en jour, je pouvais voir quelques étoiles scintillant sur les lumières de la ville. « Vous avez bien agi, Roberto », a dit Romero en mettant une main sur mon épaule. « Sarah serait fière. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas pu parler. L'adrénaline s'estompait et à sa place se trouvait une douleur profonde et lancinante. J'avais la justice, mais je n'avais pas mes enfants. Une était morte et l'autre était morte pour moi. J'étais le dernier Ferrer debout. J'ai regardé vers le ciel. Quelque part là-bas dans le vaste univers, j'espérais que Martha tenait Sarah. J'espérais qu'ils étaient ensemble. Et j'espérais qu'un jour, quand mon heure viendrait enfin, je serais assez digne pour les rejoindre. Mais pas encore. J'avais encore du travail à faire. J'avais une entreprise à démanteler. J'avais une fortune à donner. Et j'avais une promesse à tenir à une fille qui m'avait servi du café et sauvé ma vie. Je suis allé vers mon camion, mes bottes résonnant sur la chaussée mouillée. J'étais seul, mais je ne me sentais pas solitaire. Pour la première fois en 45 ans, les secrets s'en étaient allés. Les mensonges étaient enterrés. Et alors que j'arrivais le moteur, j'ai senti une étrange sensation de paix s'installer sur moi. C'était fini et un nouveau chapitre était sur le point de commencer. La pluie s'est arrêtée un mardi matin, juste au moment où nous abaissions le cercueil dans la terre. C'est curieux comment fonctionne le climat dans la ville. Vous pouvez passer des semaines sans voir le soleil et oublier à quoi cela ressemble. Et puis, juste au moment où vous pensez que le gris durera pour toujours, les nuages se brisent. Un rayon de lumière dorée a traversé la brume et a atterri directement sur la pierre tombale de granit poli. Cela ne disait plus Mariana. Nous avions frotté ce mensonge. La pierre a été gravée profonde et claire. Sarah Ferrer, fille bien-aimée. 24 octobre 1977 au 14 janvier 2023. Elle avait vécu 45 ans à l'ombre d'un secret, mais elle reposait pour l'éternité à la lumière de la vérité. Je me suis tenu là dans mon costume noir, mes mains reposant sur la poignée de ma canne. Je n'avais pas besoin de la canne pour marcher, mais parfois un homme a besoin de quelque chose à quoi s'accrocher quand la terre se sent instable sous ses pieds. Je n'étais pas seul. Elena se tenait à quelques mètres de distance. Elle ne portait pas les vêtements de créateur cher qu'elle avait l'habitude de porter quand elle était la femme trophée de Patricio. Elle portait un manteau noir simple et son visage était exempt de maquillage. Elle semblait fatiguée, mais elle semblait aussi libre. Les documents de divorce avaient été déposés le jour après l'arrestation. Elle avait témoigné contre lui avec une clarté et une force qui ont surpris tout le monde, y compris elle-même. Patricio avait essayé de l'intimider avec le regard en salle de cour, avait essayé d'utiliser cette vieille intimidation, mais elle n'avait pas cligné. Je lui ai fait signe de s'approcher. Elle a hésité au premier abord, pensant qu'elle n'appartenait plus au cercle familial, mais je ne l'allais pas laisser se tenir dans le froid. Je l'ai prise par la main. C'était chaleureux. Nous nous sommes tenus là ensemble. Le père qui a perdu un enfant et l'épouse qui a perdu un mari, unis par le souvenir de la fille que nous avions tous deux échoué à sauver. Mais nous avons réussi à honorer.
Quand le prêtre a terminé ses prières et que les quelques endeuillés ont commencé à se diriger vers leur voiture, je suis resté en arrière. J'avais besoin d'un moment. J'avais besoin de la conversation que j'attendais depuis 45 ans. Je me suis assis sur le banc de pierre face à la tombe. L'herbe était mouillée et l'air sentait la terre humide et les aiguilles de pin. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste en cuir et j'ai sorti le livre relié de cuir. Le journal de Sarah, j'en avais lu presque chaque page dans les semaines précédentes le procès. J'avais lu sur son enfance avec ses parents adoptifs qui étaient des gens bons. J'ai lu sur sa confusion quand elle a trouvé son certificat de naissance. J'ai lu sur la peur qu'elle a ressentie quand elle s'est d'abord approchée de Patricio. Mais il y avait une page que je ne pouvais pas lire jusqu'à présent. C'était la dernière entrée écrite la nuit avant sa mort. Je l'avais sauvegardée pour aujourd'hui. Je voulais entendre sa voix une dernière fois tandis que j'étais assis à côté d'elle. J'ai ouvert le livre. Les pages étaient froissées par l'air humide de son appartement. Son écriture était petite et soignée. 13 janvier. Il pleut depuis 3 jours d'affilée. J'ai observé papa au restaurant ce matin. Il ressemblait à de la tristesse aujourd'hui. Il n'a pas terminé ses œufs. J'ai voulu juste aller là et m'asseoir à la table devant lui. J'ai voulu lui dire qu'il n'a pas à être seul. J'ai voulu lui dire que je sais qu'il aime son café noir parce qu'il veut goûter l'amertume pour se réveiller. Je sais qu'il commande du pain grillé intégral parce qu'il a promis à maman qu'il prendrait soin de son cholestérol, bien qu'il le déteste. Je sais que Patricio se devient impatient. Je peux le sentir. Il m'a appelé 3 fois aujourd'hui. Sa voix devient plus tendue. Il m'a dit de le rencontrer au motel demain pour discuter d'un accord. Je ne veux pas de son argent. Je ne l'ai jamais voulu. Je vais le lui dire demain. Je vais lui dire que je signerai n'importe quel papier qu'il veut. Je renoncerai à l'héritage. Je renoncerai à la réclamation sur l'entreprise. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans ce restaurant et dire « Bonjour papa » et que lui sache qui je suis vraiment. Même si jamais il ne m'accepte comme une fille, même s'il pense que je suis une étrangère, c'est bon. Juste pour le voir manger son gâteau aux pommes tous les matins, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour savoir qu'il est toujours ici. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Si partir de la ville le rend en sécurité, je vais partir. Mais j'espère que je n'aurai pas. J'espère que demain apportera un nouveau départ. J'ai fermé le livre. Ma main tremblait. Une seule larme a roulé sur ma joue vers les lignes profondes de mon visage. C'était chaud et salé et se sentait comme une libération. Pendant des semaines, j'avais porté la colère d'un soldat. J'avais porté la rage d'un homme trahi. Mais en lisant ces paroles, la colère s'est évaporée. Elle a été remplacée par une douleur profonde, mais aussi une profonde gratitude. Elle ne voulait pas l'empire. Elle ne voulait pas les gratte-ciel ou les comptes bancaires. Elle voulait juste me voir manger du gâteau aux pommes. Elle a trouvé la joie dans le simple fait de mon existence. Dans un monde où tout le monde voulait un morceau de Roberto Ferrer, elle était la seule qui me voulait juste. Moi. Je me suis essuyé le visage avec mon mouchoir. J'ai regardé la terre fraîche couvrant son cercueil. « Tu as eu tes vœux, petite fille » ai-je murmuré au vent. « Tu as eu ton nouveau départ. Ce n'est pas celui que nous voulions, mais tu es en sécurité maintenant. Il ne peut plus te blesser. Et je te promets que tant qu'il y a du souffle dans mes poumons, tu ne seras plus jamais une étrangère. » Je me suis levé et j'ai placé une seule rose blanche sur la tombe. C'était l'heure de partir. J'avais du travail à faire. Sarah m'avait laissé une mission et je n'allais pas la décevoir. 1 an plus tard, les saisons dans la ville avaient complété leur cycle et nous étions de retour à la brune grise. Mais tout le reste dans ma vie avait changé de couleur. Le procès du siècle, comme l'ont appelé les journaux, s'était terminé. Patricio Ferrer purgeait actuellement 2 peines à perpétuité consécutives à la Penitenciaria Estatale de Sécurité Maximale. Je ne l'ai pas visité. Je ne lui ai pas écrit. Il était devenu un fantôme pour moi, un souvenir d'une erreur que j'avais corrigée. La dernière chose que j'ai entendu dire, c'est qu'il travaillait à la blanchisserie de la prison, pliant des draps. C'était une fin appropriée pour un homme qui avait essayé de laver son propre sang. Elena avait déménagé dans la province du Nord. Je lui avais acheté une petite maison près de la côte et j'avais l'aide mise en place une petite boulangerie. C'était ce qu'elle avait toujours voulu faire, avant que Patricio ne lui dise que c'était au-dessous de son statut.
Nous parlions tous les dimanches. Elle sonnait heureuse. Elle sonnait comme elle-même. Quant à moi, j'ai fait exactement ce que j'avais promis. J'ai vendu Ferrer et Associés. J'ai vendu l'équipement, les contrats, les bâtiments et le nom. J'ai liquidé 50 ans de travail dur en 3 mois. Le monde des affaires m'a appelé fou. Ils ont dit que je détruisais un héritage. Ils n'ont pas compris que j'en construisais un nouveau. Avec l'argent, j'ai acheté une énorme propriété juste à l'extérieur de la ville. C'était autrefois un club de pays privé pour l'élite. Maintenant, le panneau sur la porte disait « El Refugio de Sarah ». Ce n'était pas une institution. C'était un foyer. Un foyer pour les enfants qui avaient été abandonnés. Des enfants qui s'étaient perdus dans le système tout comme Sarah l'avait été. Nous avions 60 enfants vivant là-bas. Maintenant, ils avaient des lits chauds, une bonne nourriture et surtout, ils avaient des familles. Nous nous sommes concentrés sur la tenue de frères et sœurs ensemble. Personne ne serait séparé de son frère ou de sa sœur sous ma garde. J'ai passé mes journées à réparer les clôtures, à enseigner aux enfants plus âgés, à utiliser les outils et à lire des histoires aux petits. Je n'étais plus le PDG effrayant. J'étais juste le monsieur Roberto, le vieil homme qui avait toujours des bonbons dans sa poche. Mais chaque matin, avant d'aller au refuge, j'ai maintenu un rituel sacré. J'ai garé mon camion devant le restaurant El Cucharon Oxidado. Le signe au néon clignotait dans la brume matinale. Je suis entré et la cloche au-dessus de la porte a sonné. L'endroit était occupé, rempli de travailleurs de la construction et de lève-tôt. J'ai marché vers la table de coin, celle à côté de la fenêtre où je m'étais assis pendant des années. Une nouvelle serveuse s'est approchée. Son nom était Jenny. Elle était jeune et gentille et connaissait la routine. « Bonjour, monsieur Ferrer », a-t-elle dit en souriant. « Le de toujours, Jenny. Mais fais-en 2 aujourd'hui et 2 tranches de gâteau aux pommes. » Elle n'a pas posé de questions. Elle connaissait l'histoire. Tout le monde dans la ville connaissait l'histoire. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. Je me suis assis en regardant la chaise vide devant moi. J'ai sorti la petite photo encadrée que j'ai portée dans ma poche. Maintenant, c'était une photo de Sarah, non pas la photo de l'autopsie et non pas une photo de surveillance. C'était une photo qu'Elena avait trouvée dans le portefeuille de Sarah. C'était un selfie qu'elle s'était pris dans ce même restaurant il y a des mois. En arrière-plan, sur son épaule, tu pouvais me voir assis à cette table, buvant mon café, sans savoir que ma fille capturait le moment. Elle souriait dans la photo, un sourire secret d'amour et d'appartenance. Jenny est revenue et a placé 2 tasses fumantes sur la table. Puis elle a laissé 2 assiettes de gâteau aux pommes saupoudrées de cannelle. J'ai pris ma fourchette, j'ai pris une bouchée du gâteau sucré et chaud. J'ai regardé la photo appuyée contre le distributeur de sucre. J'ai regardé la 2e tasse de café fumante devant moi. Je n'étais pas fou. Je savais qu'elle n'était pas physiquement là. Je savais qu'elle ne pouvait pas boire le café. Mais dans ce coin tranquille du restaurant, entouré par l'odeur de la toxine et de la pluie, j'ai senti une présence. J'ai senti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chauffage. J'ai levé ma tasse dans un petit toast vers la chaise vide. « Bonjour, Sarah », ai-je dit doucement. « Le gâteau est bon aujourd'hui. Auriez-vous aimé ?» J'ai pris une gorgée du café noir et amer. J'ai regardé par la fenêtre la ville que j'avais aidé à construire, puis à la photo de la fille qui m'avait reconstruit. « Je t'écoute, papa. » J'ai entendu une voix chuchoter au fond de mon esprit. C'était aussi clair qu'une cloche. J'ai souri. Un sourire réel et authentique qui a atteint mes yeux. Je n'étais plus le vieil homme solitaire. J'étais un père et ma fille était enfin à la maison. Merci de m'avoir écouté. C'était un long voyage depuis le froid sombre de la morgue à la chaleur de ce restaurant. Mais je l'ai fait. Et j'espère que si vous tirez quelque chose de ma vie, c'est ceci. Le sang ne fait pas une famille. L'amour, oui. La loyauté, oui. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Même si tu dois brûler toute ta vie pour construire quelque chose de mieux à partir des cendres, cela en vaut la peine. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, donnez un coup de pouce au bouton et partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous jamais dû prendre une décision difficile pour protéger vos proches? Je lis chaque commentaire et j'apprécie chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vérité, de justice et de rédemption. Jusqu'à la prochaine fois.
Prenez soin les uns des autres et souvenez-vous de faire attention aux gens qui vous servent le café. Vous ne savez jamais qui ils pourraient être.